Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? En français, Monsieur le Président. Quel est votre nom? François Lucénifal. Vous avez quel âge? Je 73 ans. Où vous êtes né? Je suis né à Dabola. Quelle est votre profession? Je suis diplomate à la retraite. Où vous êtes domicilié? Domicilié à Kobaya, Monsieur le Président. Alors, veuillez dire au tribunal ce que vous savez dans cette affaire. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal criminel, me tenir devant vous ce matin au titre des parties civiles pour le procès du massacre du stade du 28 septembre revêt pour moi une très grande importance. Comme toutes les victimes de ce drame, j'ai attendu 13 années. Durant ces 13 années, je souhaitais vivement qu'il y ait un procès. Aujourd'hui, c'est chose faite à la faveur des changements intervenus dans notre pays le 5 septembre 2021. Je me tiens devant vous, Monsieur le Président, non pour accuser une personne, je tiens à le préciser. Je viens ici pour témoigner. Je ne suis pas là non plus pour disculper une personne, ni pour accuser, ni pour disculper. Je tiens à insister sur ces deux termes. Je viens ici aujourd'hui pour plusieurs raisons, Monsieur le Président. D'abord par devoir envers toutes les victimes de ce drame, des centaines de femmes qui ont été violentées, des centaines de personnes qui ont été assassinées, des milliers de personnes qui ont été blessées au cours de ce drame. C'est pour cela que je suis venu. Et je suis ici par devoir, je l'ai dit, parce que je considère cela comme une obligation. Il était de mon devoir de venir ici dire à ce tribunal ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Et c'est pour ça que je me tiens devant vous. Vous me permettrez, Monsieur le Président, avant de vous donner le film de la journée du 28 septembre, de cette journée funeste, vous me permettez de faire un petit retour en arrière. Et comme vous le savez, Monsieur le Président, au lendemain du drame du 28 septembre, le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, avait dépêché une mission d'enquête internationale à Conakry. Cette mission était conduite par un éminent juriste africain, M. Bedjaoui, Mohamed Bedjaoui, qui a séjourné ici à Conakry et qui, à son retour à New York, a fait rapport au secrétaire général des Nations Unies et au Conseil de sécurité. Et dans ce rapport, la mission estimait que les crimes qui se sont passés à Conakry au stade du 28 septembre étaient des crimes d'une gravité, d'une très grande gravité. Et la mission a qualifié ces crimes de crimes contre l'humanité. Et c'est à ce titre que la Cour pénale internationale a été choisie, a été saisie. Et la Cour pénale saisie, elle a ouvert une enquête préliminaire. Et à la faveur de l'élection présidentielle de 2010, le gouvernement issu de cette élection a décidé, au titre de la complémentarité, d'organiser ce procès ici à Conakry. Vous me permettez, Monsieur le Président, puisque je parle du statut de Rome, vous me permettrez de vous en parler, parce qu'en 1998, j'étais à Rome. J'étais le chef de la délégation guinéenne à la conférence diplomatique qui a négocié et qui a adopté le statut de Rome qui a créé la Cour pénale internationale. J'étais le chef de la délégation, j'étais accompagné par le procureur Yves Aboli.
Pendant 3 semaines, les plénipotentiaires ont passé en revue toutes les questions relatives aux grands crimes qui étaient commis un peu partout dans le monde, dans la région des Balkans et surtout en Afrique. Nous avons défini ensemble les crimes qui devaient relever de la compétence de cette nouvelle juridiction internationale. C'est ainsi que nous avons retenu les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocide, et plus tard, par la conférence des États parties, on a ajouté les crimes d'agression, qui avaient donné d'ailleurs lieu à beaucoup de discussions pour leur définition. Mais finalement, les crimes d'agression ont été admis. Mais au cours de cette conférence diplomatique, il est évident qu'il y avait des questions importantes dont il fallait parler, notamment la responsabilité des chefs d'État et des chefs des armées, qui, par le passé, évoquaient leur immunité pour se mettre à l'abri lorsque ces crimes étaient commis. Les plénipotentiaires ont estimé que, vu la gravité de ces crimes, cette immunité ne pouvait en aucune manière être évoquée. Nous avons donc écarté l'immunité des chefs d'État et des chefs de guerre, les rendant responsables au titre de commandement chaque fois que ces crimes sont commis sous leur autorité. La Cour, ou du moins les plénipotentiaires, ont clairement indiqué ce que le statut de Rome retenait sur cette matière. Nous autres délégations africaines, parlant de la saisine de la Cour pénale internationale, nous n'avons pas voulu laisser cette saisine au procureur de la Cour qui pouvait faire la saisine ex officio. Nous l'avons tous admis, ni au Conseil de sécurité qui est garant de la sécurité, de la paix et de la sécurité du monde. Nous avons estimé qu'il fallait donner une certaine protection pour nos États. C'est dans ce cadre que nous avons insisté pour que la notion de complémentarité soit incluse dans le statut de Rome. En d'autres termes, que chaque fois que ces crimes sont commis dans un pays, la responsabilité première revient à ce pays de décider d'organiser le procès sur son sol. Et cela nous mettait à l'abri de tous les abus. Et cette notion de complémentarité, pour nous, était la pierre angulaire qui nous a permis d'accepter le statut de Rome. Et c'est au nom de cette complémentarité que le gouvernement de 2010, après les élections, que le gouvernement guinéen a demandé l'organisation de ce procès en Guinée. Malheureusement, cela a pris 13 années, je dirais très longues années. Certainement qu'il n'y avait pas suffisamment de volonté politique, mais nous autres victimes, nous n'avons jamais cessé de le faire. J'ai dit tantôt que je le fais par devoir. Je le fais aussi en apparaissant devant vous par solidarité. Solidarité à l'égard de l'autorité de la commission et qui s'occupait justement de la protection des victimes. Et je voudrais saluer ici la présence de Mme Asmaou Diallo et saluer sa persévérance et son courage dans une atmosphère de quasi-indifférence. Et personnellement, pendant ces 13 années, plusieurs personnes ne me croyaient pas quand je leur parlais de ce qui s'est passé au stade du 26 septembre. Plusieurs personnes ne pensaient pas qu'on pouvait violer des femmes en pleine journée. Plusieurs personnes ne croyaient pas qu'on a tué des centaines de personnes au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, j'y étais. J'étais au stade aux côtés de mes autres compagnons des forces vives. Je ne voudrais pas revenir sur les préparatifs de cette journée. Notre collègue qui est passé avant moi et qui était le président de la commission d'organisation vous a fait un exposé exhaustif des préparatifs de cette journée du 28 septembre que nous avions choisi pour les raisons qui ont été déjà largement évoquées et qui correspondaient à notre vocation de dire non à la candidature des membres
du CNDD ou du gouvernement, conformément aux engagements qu'ils avaient librement pris devant le peuple de Guinée, devant la classe politique guinéenne, devant la CEDEAO, l'Union africaine, la francophonie, les Nations unies et tous les partenaires internationaux de la Guinée. Il était évident que le CNDD s'était engagé, après la prise du pouvoir, à organiser rapidement des élections démocratiques pour la restauration de l'ordre constitutionnel. Il s'était engagé à ne pas être candidat. Mais à notre grande surprise, nous avons constaté plusieurs faits qui nous ont montré que c'était des manœuvres préparatoires pour préparer le terrain à une candidature des membres du CNDD, ce à quoi nous étions fortement opposés. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser ce meeting, un meeting pacifique. Il est évident qu'on nous avait, on vous l'a déjà dit ici, que nous n'avons pas eu de retour pour organiser à l'intérieur du stade que nous avons choisi comme lieu de la conférence, mais nous n'avons pas eu non plus d'opposition pour organiser sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Le matin du 28 septembre, donc, j'ai reçu à mon domicile les principaux responsables de mon parti. Mais auparavant, Monsieur le Président, je tiens à souligner que toutes les réunions des forces vives, pendant au moins une dizaine de jours, nous avons tenu des réunions régulièrement, en pleine journée, au siège de mon parti à Taouia. C'est là où les forces vives se réunissaient. Et nos réunions étaient publiques. Nous savions que nous étions infiltrés par les éléments du gouvernement, mais comme il ne s'agissait pas d'un complot, nous avons tenu les réunions en pleine journée, les portes ouvertes et dans un espace largement ouvert. Et nous avons communiqué sur les radios locales pour appeler nos militants, pour dire à tous les Guinéens que les forces vives étaient opposées à la candidature des membres du CNDD à une élection. Nous avions constaté aussi qu'on avait inversé l'ordre des élections, puisqu'il était prévu d'organiser des élections législatives et ensuite des élections présidentielles. Par des manœuvres par un comité ad hoc qui avait été mis en place, l'ordre des élections avait été renversé et ils avaient mis l'élection présidentielle avant l'élection législative. Ce que nous redoutions à l'époque, c'est ce qui s'est produit malheureusement en Guinée. Après l'élection de 2010, il nous a fallu 3 ans, 3 années de douleur pour pouvoir organiser des élections législatives. Parce que nous qui étions en faveur de l'élection législative avant les présidentielles, nous savions que pour avoir des élections justes, il fallait mettre en place d'abord un Parlement qui aurait donné une image plus réelle des partis politiques sur le terrain et qui correspondait à une espèce de proportionnel. Et que nous savions aussi qu'une fois qu'on aura le Parlement, le chef d'État qui sera élu ne serait pas capable de manipuler les élections pour nous donner un Parlement. Malheureusement, ce schéma n'a pas été respecté et les manœuvres du comité ad hoc ont donc permis d'inverser lors des élections pour choisir la présidentielle avant les législatives. Donc c'est un ensemble de situations qui nous ont donc amené, Monsieur le Président, à dire qu'il fallait que les forces vives fassent entendre leur voix. On vous a parlé de la visite du président Ouad, on vous a parlé des réunions des élus qui avaient été convoquées, nous avons vu les images à l'époque, on vous a parlé de la visite du vice-président du CNDD à Massanta, vous avez écouté son discours de campagne à Massanta, on vous a parlé de l'abbé, de Frigia, et moi-même j'étais à Kankan quelques jours avant le 28 septembre, j'ai vu les manœuvres qui étaient en place pour préparer la visite du président du CNDD à Kankan. Donc le dispositif était en place, c'était clair que le CNDD se préparait à participer aux élections, ce qui était contraire à tous les engagements qui avaient été pris. Et malgré tous les efforts déployés par le groupe international de contact qui avait été mis en place et qui comprenait les Nations Unies, la CEDEAO et l'Union africaine, le CNDD n'a pas reculé. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire ce meeting, pas pour créer des troubles dans le pays. Nous avons voulu le faire dans un endroit protégé, en appelant l'ensemble de nos populations. Pendant des semaines, nous avons fait une campagne médiatique. Ce n'était pas caché, Monsieur le Président, parce que nous voulions montrer à la face du monde
en réponse à ce que le président Wade a déclaré ici à Conakry, que la majorité de la population guinéenne était en faveur d'une élection démocratique en Guinée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette date. Donc le matin du 28 septembre 2009, comme je le disais tantôt, mes militants se sont retrouvés à mon domicile très tôt le matin. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble dans une atmosphère de confiance et nous avons démarré ensemble pour aller vers le stade. Je me suis séparé de mes militants et militantes et je suis passé prendre mon collègue Sidia Touré à son domicile. Arrivé au niveau du stade, nous avons vu que le stade était déjà, l'inscription a déjà été remplie de monde. Parce qu'il y avait déjà une première pluie fine le matin. Eh bien, le monde était déjà nombreux. Nous avons dû contourner, passer par l'Andrea pour rejoindre le domicile de notre porte-parole, le regretté Jean-Marie Doré à Donka. Nous étions les derniers arrivés, tous les autres collègues étaient présents. Et lorsque nous sommes arrivés, on nous avait informé qu'il y avait eu des problèmes au stade. Et Jean-Marie nous a informé qu'il attendait une délégation des religieux, mais compte tenu déjà de l'atmosphère vers sur l'esplanade, nous avons estimé qu'il fallait qu'on rejoigne nos compagnons. Parce que je voudrais vous dire, Monsieur le Président, que durant les préparatifs, nous avions pris les engagements sur toutes les radios privées pour dire que cette fois-ci, les responsables, les premiers responsables seraient présents. Et parce qu'il était de pratique. Moi, c'était la première fois que je participais aux activités politiques en Guinée, mais j'étais un observateur politique avant. Et j'avais constaté, comme tout le monde, que des manifestations violentes s'étaient passées en Guinée, mais que chaque fois qu'il y avait ces manifestations, les leaders étaient absents. Certains avaient pris les vols pour aller à l'extérieur et on envoyait les militants devant. Nous avions donc pris la décision que cette fois-ci, nous serions là, présents et devant nos militants. C'était une décision ferme et tous les premiers responsables étaient présents ce jour-là, à l'exception du président du RPG qui avait quitté Conakry quelques jours plus tôt. C'est ainsi que nous sommes partis du domicile de M. Jean-Marie Doré, situé à Donka, à pied. Nous étions tous là. Et lorsque nous sommes arrivés au niveau de la fondation Fondis, je crois que vous vous rappellerez, ce sera à peu près en face du 2 août et de l'université, c'est là où nous avons rencontré un peloton de gendarmerie qui était commandé par M. Moussa Kegoro Kamara. Il y a eu une longue discussion avec lui souhaitant que nous puissions changer la date. Mais là où nous étions, nous ne pouvions plus changer de date, étant donné que des dizaines de milliers de militants étaient déjà réunis à quelque part de nous. Il n'était plus question pour nous de retourner. Cela aurait constitué peut-être une trahison de notre part si nous n'avions pas rejoint nos militants qui étaient déjà massivement mobilisés. Lorsque ces militants se sont rendus compte, puisqu'ils n'étaient pas loin, ils étaient pas loin de là où nous étions bloqués, lorsqu'ils se sont rendus compte que nous étions bloqués, il y a une foule nombreuse qui a convergé vers nous, qui a fait sauter le verrou. À partir de cet instant, Monsieur le Président, nous n'avons plus, nos pieds n'ont plus touché le sol. Nous avons été pris en triomphe par nos militants. C'était des dizaines de milliers de personnes portées en triomphe vers le stade. Nous ne savons pas comment les portes du stade avaient été ouvertes, mais ce qui est sûr, nous sommes rentrés à l'intérieur du stade, portés en triomphe par cette masse, jusqu'à l'intérieur du stade. Nous sommes montés, nous sommes installés à la tribune. Tous les leaders étaient présents. Et l'atmosphère était une atmosphère des grands jours. Nos militants avaient pris d'assaut et les tribunes et les gradins. Je remarque, quand je me rappelle encore, ces jeunes en train d'entonner l'hymne national et d'autres qui s'étaient alignés sur la pelouse pour prier, faire 2 rakats de prière, pour remercier Dieu de nous avoir donné l'occasion d'être là et remercier Dieu également qu'il puisse bénir notre pays pour l'avènement de la démocratie en Guinée. C'était un grand moment, Monsieur le Président. J'étais là et je regardais ce spectacle avec beaucoup d'encouragement pour l'avenir de notre pays. À un certain moment, nous avons vu notre porte-parole faire son entrée par le portail de l'entrée des footballeurs.
De là où nous étions, moi j'étais sur la première ligne et il y avait Sidi à ma droite, Cellou Dalein, Boubacar Silla et ainsi de suite. Mais nous, notre position sur l'aile gauche était une position stratégique qui nous permettait de voir directement le portail d'entrée. Nous avons vu notre collègue Jean-Marie faire son entrée, ovationné par les jeunes. Et à son habitude, il était en costume cravate. Et les jeunes l'ont ovationné et nous étions contents que notre porte-parole ait décidé finalement de se joindre à nous. Aussitôt, nous avons entendu des crépitements d'armes à l'extérieur, suivis d'une grande nuée de gaz lacrymogène qui a envahi tout le stade. Le stade a été inondé de gaz lacrymogène. Nous étions à la tribune, mais de là où nous étions, on n'arrivait plus à respirer. C'était ma première expérience avec l'odeur ocre et sulfureuse du gaz lacrymogène. Les jeunes ont formé un cordon pour nous apporter, ils avaient des feuilles pour nous protéger justement contre l'effet du gaz lacrymogène. Je crois qu'ils en avaient l'habitude. Et donc, c'est en ce moment que la panique a gagné tout le stade. Les jeunes couraient partout. Les gens cherchaient. Il y a eu un moment de panique. Ces tirs à l'extérieur ont précédé l'entrée des soldats à l'intérieur du stade. Et ensuite, les militaires ont fait leur entrée. Et quand ils ont fait leur entrée, de là où j'étais, j'ai reconnu le commandant Aboubacar Sidiki Diakité parmi eux. Il était facilement reconnaissable. Je n'avais pas de relation personnelle avec lui, je ne l'avais jamais approché, mais tous les Guinéens le connaissaient parce qu'on le voyait toujours avec son regard sévère derrière le président du CNDD. Je l'ai reconnu, les militaires sont rentrés, les militaires ont commencé à tirer sur la foule qui était en débandade. Vous ne pouvez pas vous imaginer, Monsieur le Président, une foule dans un endroit fermé, un enclos fermé, les portails tenus par les militaires, avec les murs hauts, des femmes, puisqu'il y avait beaucoup de femmes ce jour-là, tous les militants, toutes les militantes des différents partis, tous les partis de Guinée étaient dans ce stade. La panique a gagné le monde. Les gens couraient partout. Ils escaladaient les murs, ils tombaient. Et j'ai vu des jeunes tomber sur la pelouse quand les militaires tiraient sur eux. Sidia m'a demandé, il m'a dit, mais écoute, tu as vu, ils sont en train de tuer les jeunes. J'ai dit oui, effectivement, ils sont en train de tuer les jeunes. Je n'avais jamais imaginé que cela pouvait se produire dans mon pays. C'est en ce moment que nous avons vu le commandant Toumba monter les escaliers vers nous. Il est monté, arrivé à notre niveau. Il a dit, où sont les leaders? Nous étions déjà debout. Il y avait Joe Sidibé, le premier, moi-même, suivi de Sidia, Cellou Dalein, Boubacar Silla, et ainsi de suite. Et dès que nous sommes levés, les militaires qui étaient derrière lui, que je reconnais comme étant le groupe de Marcel, je vous en parlerai tout au long de mon exposé. Ce groupe-là s'est emparé de nous. Nous avons reçu les premiers coups. Sidia a reçu un violent coup de gourdin ou de crosse de fusil sur sa tête. Le sang a jailli. Ensuite, j'ai reçu un violent coup. Je suis tombé sur les gradins, sur le coude droit qui s'est déchiré. Le sang, la douleur, je l'ai ressenti vivement. C'est ainsi que nous sommes descendus. Tous les leaders qui étaient à la tribune, d'autres sont partis de la partie droite. Nous, on est descendus sur l'escalier de la partie gauche, toujours poursuivis par ces assaillants, jusque sur la pelouse. Arrivé sur la pelouse, j'ai vu notre collègue Cellou Dalein entre leurs mains. Il y avait au moins 5, 6 ou 7 militaires, ils étaient nombreux, tentant de l'étrangler, littéralement, le rouant de coups. Je l'ai vu entre leurs mains. Et pendant que nous étions arrêtés, j'ai vu Marcel asséner un violent coup sur la tête de Sidia Touré. Et puis, ce sera mon tour. Un violent coup de matraque sur ma tête, je suis tombé, Monsieur le Président. Je me suis relevé tout de suite. J'avais senti un grand coup. Je me suis accroché à la ceinture de mon jeune et infortuné collègue du jour, Mokhtar Diallo. Je me suis accroché à sa ceinture. Mais comme mon aide de camp, mon garde-corps, un civil qui était avec moi et qui était habillé comme les autres policiers, il portait un t-shirt noir, ayant vu ce coup violent sur ma tête,
À partir de cet instant, celui-ci m'a couvert de son corps. Et moi, accroché à Mokhtar, Sidia devant. Mokhtar était déjà blessé à la tête, Sidia blessé à la tête, moi au coude. C'est en ce moment que Toumba nous a dit, il a essayé de dégager les militaires. Il ne pouvait pas. Difficilement, il nous a extraits et il nous a demandé de le suivre. C'est ainsi que nous sommes sortis du stade, de l'intérieur du terrain de football, et nous l'avons suivi, mais nos assaillants nous poursuivaient toujours. Arrivé au niveau du palais des sports, on a vu des militaires en train de déshabiller des femmes, en train de battre des femmes. Nous avons vu une femme presque déshabillée qu'il tirait vers le palais des sports. Et c'est ainsi que nous avons marché jusque sur l'esplanade du stade du 26 septembre. Arrivé là, nous avons retrouvé notre infortuné porte-parole Jean-Marie Doré. Il n'avait plus sa veste, ni sa cravate. Il était battu à sang. Et j'ai eu le cœur meurtri pour voir exactement ce qui était arrivé à ce vieil homme. Il est venu vers nous. C'est en ce moment que Toumba nous a embarqués dans son véhicule. Je suppose que c'est son véhicule, parce qu'après, c'est dans ce véhicule-là qu'il va nous transporter. Nous avons été tous embarqués dans ce véhicule, Sidia Touré, Mokhtar Diallo, Jean-Marie Doré et moi-même. Lorsqu'il nous a embarqués dans son véhicule, ça devait être une Jeep, et il est reparti en courant vers le stade. Il nous a laissés dans le véhicule qui était garé juste en bordure de la route. Et chaque fois que je passe en cet endroit, même ce matin, je dis toujours à mon chauffeur, c'est ici que Toumba nous a embarqués. Il est parti à l'intérieur du stade en courant. Pendant ce temps, Marcel et ses soldats tournaient autour du véhicule. Ils proféraient des menaces. Et à ce moment, il a donné un violent coup de matraque dans le visage de Sidia Touré. J'ai ressenti ce coup parce qu'il était violent. C'était dans plein visage. Sidia lui a dit, mais qu'est-ce que moi je t'ai fait? Et Marcel a répondu, vous n'allez jamais gouverner ce pays, on va vous tuer tous. Et il menaçait. Nous étions pris de frayeur parce qu'on n'avait personne pour nous protéger. C'est en ce moment qu'on a vu Toumba revenir en courant toujours. Il est revenu, il s'est mis au volant, il a démarré. Plutôt que de prendre la route du camp, parce que pour nous, Toumba est venu, ils sont venus pour nous arrêter. Il a fait le demi-tour et il a pris la route de Donka. Il allait à une très grande vitesse, je dirais à tombeau ouvert, on est allé jusqu'au niveau du pont du 8 novembre. Arrivé à ce niveau, il a tourné à droite. J'ai pensé à cet instant-là qu'il nous amenait au quartier général du CMS, la police, et il est allé finalement, il a garé devant la clinique Ambroise Paré. Devant la clinique Ambroise Paré, nous sommes descendus. Et lorsque nous sommes descendus, on a vu les médecins et les infirmières qui sont sortis pour nous accueillir. Et c'est en ce moment encore qu'on a vu Marcel surgir. Le commandant Thieboro était présent sur les lieux. Alors il y a eu une altercation entre Marcel et Toumba. C'est là où nous avons su que celui qui nous battait à l'intérieur du stade s'appelait Marcel, parce que Toumba l'appelait par son nom. Ils ont eu une longue discussion. Après, Toumba l'a tiré vers un côté. Il parlait tout à Marcel, mais non, on va faire ça. Il dit non, il faut. Marcel tenait à ce qu'on nous amène au Kalfaya et Toumba tenait à ce qu'on nous soigne à la clinique. Ils sont allés de l'autre côté de la route. Toumba n'a pas réussi à le contenir. Il est venu vers nous. Le commandant Thieboro a essayé timidement aussi d'intervenir auprès de Marcel. Ça n'a pas marché. Et c'est ensuite que Marcel a sorti une grenade pour dire que si on nous recevait dans ce dispositif hospitalier, il allait faire exploser la clinique. Les infirmières et les médecins qui étaient là ont tous fui, sont rentrés tout de suite en courant dans la clinique. Nous-mêmes, nous étions pris de frayeur. Toumba ayant compris qu'il n'avait pas la possibilité de nous faire admettre dans cette clinique, Toumba nous a réembarqués dans son véhicule et toujours à la même allure, je dis vraiment une grande allure, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme à tombeau ouvert. Elle est revenue jusqu'au pont du 8 novembre
Et cette fois-ci, il a pris la direction de la ville. Il nous a conduits jusqu'au niveau de l'état-major de la gendarmerie et c'est là où il nous a déposés. Et lorsque nous sommes descendus, nous étions tous blessés. On a été reçus, on nous a fait asseoir sur des bancs. Nous sommes restés là-bas pendant un bon moment. Et c'est à la suite de ça que le général Ibrahima Baldé, le chef d'état-major de l'armée de la gendarmerie, est arrivé. Il est passé à côté de nous, il nous a regardé, il est passé. Et Jean-Marie qui l'a interpellé. Il dit, mon général, vous avez vu dans quel état vous avez mis ces personnalités? Ça, c'est deux anciens premiers ministres que vous avez traités comme ça. Le général Ibrahima Baldé nous a dit, non, je vous ai écouté au stade. On vous a écouté. Je me suis levé, j'ai dit non. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que nous étions opposés à la candidature des membres du CNDD et de son président. C'est tout ce que nous avons dit. Jean-Marie dit, mais calme-toi. Je sais, regarde comment nous sommes, dans quel état nous sommes. Et on s'est réassis et on est resté là pendant un bon moment. C'est après qu'on est venu nous chercher pour nous amener dans un bureau de la gendarmerie qui est à côté du ministère du Plan. Et c'est là où Sidi a accepté, parce que nous autres, on n'a pas accepté. C'est là où on a fait des points de suture sur la tête de Sidia dans des conditions très primaires, sans anesthésie. Et après, de là-bas, je crois que, entre-temps, parce que ça c'était en fin de journée, je crois que les autorités s'étaient rendues compte qu'il y avait beaucoup de morts, qu'il y avait eu un carnage au stade. Je suppose, c'est en ce moment-là qu'on nous a pris, on nous a amenés à la clinique Pasteur. Nous avons été admis à la clinique Pasteur. Nous avons tous été admis dans une grande salle. On nous a donné des lits. Jean-Marie, Mokhtar, Sidia Touré et moi-même. C'est dans la soirée qu'on nous a ramené notre collègue Selou Dalin sur une civière. Mais quand il est arrivé, il n'a pas pu se lever puisqu'il avait les côtes cassées. Ils l'ont glissé sur le lit à côté de moi. Il avait un lit à côté de moi. C'est là où Selou a été admis. Et c'est là où nous nous sommes rendus compte que je l'avais pris pour mort quand j'ai quitté le stade. Parce que la manière dont j'ai vu les militaires s'acharner sur lui, j'avais beaucoup craint pour sa vie, mais je me suis réjoui de le voir vivant. Mais il avait les côtes cassées. Nous sommes restés là, dans la même salle, pour un bon moment. Et dans la soirée, nous avons pu, puisqu'on n'avait pas de liberté, nous étions en fait détenus, parce qu'il y avait des gendarmes qui gardaient la porte et on n'avait pas le droit de recevoir de visites. On n'avait pas le droit non plus de communiquer parce qu'on a essayé d'appeler, de téléphoner. Les gendarmes venaient un moment pour dire vous avez des téléphones, ils ont essayé de nous fouiller. Et je peux considérer que nous étions détenus, mais nous avons pu trouver les moyens de communiquer à l'extérieur. Nous avons parlé à Conakry et ailleurs. Je garde cela pour moi. Nous avons communiqué un peu partout. Nous avons pu communiquer avec aussi nos collègues qui étaient à l'extérieur pour rassurer nos familles que nous étions vivants. Et c'est après que moi j'ai su qu'on allait dire à ma maman à Cancan que j'étais mort au stade. Parce que toute la journée elle était sans nouvelles de moi. Et c'est en ce moment que les familles ont été assurées que nous étions encore vivants et que nous étions bien dans la clinique Pasteur. Et c'est en ce moment aussi que nous avons eu les premières nouvelles du carnage du stade. On nous a parlé des morts, des dizaines de morts, on nous a même dit des centaines. Dans la soirée, on nous a informé qu'on est allé ramasser des corps pour les amener. Et vers minuit, dans la même journée, la soirée, nous avons reçu vers, je crois, il devait être 23 heures, une délégation conduite par le Premier ministre Cabinet Komara. Dans cette délégation, il y avait le grand imam de Conakry, il y avait Monseigneur Gomez, il y avait le ministre Koutoubou Sano et aussi Moussa Kebourou était avec eux. Ils nous ont annoncé que le président du CNDD avait accepté de nous laisser partir et qu'on pouvait rentrer à la maison. Jean-Marie Doré et celui d'Alain qui n'était pas très à point ont préféré rester à la clinique. Sidia, Mokhtar et moi, nous avons décidé de partir. Mais auparavant, on avait eu des échos de la ville également. Jean-Marie avait appris que les militaires étaient passés chez lui, qu'on avait tout saccagé. Sidia avait appris qu'on était passé chez lui également, et de même que Selou, qu'on avait saccagé leur domicile.
C'est ainsi que nous sommes partis dans un véhicule avec des militaires. Nous étions là, cette fois-ci, protégés. Nous avons déposé Mokhtar Diallo chez lui à Dixine. Nous sommes allés chez Sidia. Sidia est descendu, je l'ai accompagné. Et j'ai constaté effectivement, puisque nous avons invité le salon et sa chambre, que tout était en désordre. On sent que les militaires étaient passés. Et après, on m'a déposé à la maison. Je peux vous dire, Monsieur le Président, que les jours qui ont suivi, nous changions tous les soirs de domicile parce qu'on n'était pas sûr que ces mêmes malfrats ne revenaient pas encore pour attenter à nos vies. Nous sommes restés le lendemain. J'ai fait le tour des maisons, aller voir mes militantes et mes militants. J'avais eu des nouvelles de la plupart d'entre elles. Beaucoup ont été violentés au cours des manifestations au stade du 20 septembre. La dame qui était ici tout à l'heure, Madame Barry, faisait partie des victimes. Je suis allé chez elle. Elle était blessée. Elle avait un problème à la tête. J'ai visité d'autres familles. Et je peux vous dire, Monsieur le Président, que le nombre de victimes de femmes violées donné dans le rapport est supérieur, bien supérieur au nombre qui est indiqué. Et je vous dirai pourquoi. Beaucoup de femmes, de ce jour-là, qui ont été violées, violentées, humiliées, beaucoup n'ont pas voulu se faire connaître. Et vous comprendrez les raisons, Monsieur le Président. Et je respecte leur silence. Mais des dizaines de femmes ne se sont pas manifestées et continuent à endurer ce traumatisme. J'ai vu pendant ces derniers jours des victimes parler. Vous les avez écoutées à huis clos, Monsieur le Président. Vous avez écouté certaines des victimes. Et ça, c'est un nombre infime. Beaucoup vivent encore avec ce traumatisme de cette journée funeste, mais n'ont pas voulu le faire pour plusieurs raisons. J'ai vu une qui a eu le courage de venir devant vous ici, avouer qu'elle a été violée. Il n'est pas courant qu'une femme le fasse. J'admire son courage. Et ce courage la permettra au tribunal de comprendre ce qui s'est réellement passé. Madame Barry, qui vient de passer, était une militante active de mon parti. Nous l'avons suivie. Nous avons fait tout ce qu'on pouvait les premiers jours pour lui apporter des soins. Je crois qu'elle vous a donné tous les détails. Et c'est ainsi que nous avons fait le bilan au sein de nos partis. Je suis sûr que les autres en ont fait autant. L'UFDG a eu certainement le plus grand nombre de victimes. Sidia aussi, bien sûr, et tous les autres. Mais pour ma part, je peux vous dire qu'au sein de mon parti, il y a eu beaucoup de victimes, beaucoup de blessés, beaucoup de femmes violentées. Mais je vous dirais autre chose, Monsieur le Président, concernant les femmes. Ce jour du 28 septembre 2009, plusieurs femmes sont sorties du stade dévêtues, complètement nues. Les militaires s'acharnaient sur les femmes, particulièrement, tuaient les jeunes garçons. Si vous voyez le nombre de morts, c'est surtout des hommes. Mais les femmes, c'était leur proie préférée, soit pour les humilier, soit pour abuser d'elles. Et quelle était la technique? Il fallait les frapper, les battre, les gifler, pour réduire les capacités de résistance et ensuite assouvir leur soif bestiale. Plusieurs autres femmes sont sorties nues du stade. Vous pouvez faire déporter, vous pouvez faire une investigation auprès des familles riveraines du stade du 26 septembre. C'est les femmes de ces quartiers, de ces familles qui sortaient avec les pagnes pour accueillir les dames qui sortaient du stade nues afin de protéger leur nudité. Des mères de famille, c'est le traitement qu'on leur a réservé. Et cela, pour moi, est un scandale. Cela s'est passé à Conakry en plein jour. Le nombre de victimes est bien au-delà de ce que vous croyez, Monsieur le Président. Beaucoup de femmes continuent à vivre avec ce traumatisme. On a traité certaines victimes ici de folles. Elles ne sont pas folles, Monsieur le Président. Elles sont sous le coup d'un traumatisme. Elles portent le deuil de leur traumatisme. C'est ce deuil qu'elles portent encore. J'ai vécu, je les ai vus. Je suis allé le lendemain, 1 ou 2 jours après le 28 septembre. J'ai accompagné une de mes militantes qui était blessée. Je l'ai accompagnée à la clinique Ambroise Paré. Et là, j'ai rencontré le colonel Keboro. Il était venu pour autre chose.
colonel Thiegoro a toujours eu un grand respect pour moi, il m'a toujours appelé grand frère, il est venu vers moi et je lui ai dit, viens, je vais te montrer ce qui s'est passé. Je vais te montrer une victime de la barbarie d'avant-hier. Il est venu avec moi, il a vu la victime. Il y a plusieurs autres victimes de cette manière-là qui existent et nous avons essayé de faire notre mieux pour ces victimes. Monsieur le Président, les jours qui ont suivi ce massacre, ces jours ont été terribles pour nous. Nous étions non seulement dans l'insécurité, nous avions peur pour nous-mêmes, nous avions peur aussi pour nos militants et militantes. Tout le monde se souvient à l'époque de la manière dont les soldats se comportaient en ville. On les voyait dans les pick-up avec la bière en main, en train de boire la bière et jeter les canettes et les bouteilles pour une armée nationale. C'était la terreur. Quelque temps après, Monsieur le Président, nous avons reçu une invitation nommément de la CEDEAO. Nous ne sommes pas sortis de Conakry par la petite porte, ni par nos propres moyens. Nous avons été invités par le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui se réunissait à Abuja sur le dossier du massacre du 28 septembre. La CEDEAO nous a envoyé des billets d'avion. À cette époque, le président Alpha se trouvait déjà en France. Cellou Dalein avait été évacué du fait de ses blessures. Il ne restait que Sidia, Jean-Marie et moi. Nous avons reçu l'invitation et les billets. Nous sommes allés à l'aéroport pour nous embarquer pour aller à Abuja. J'ai trouvé Jean-Marie et Sidia qui m'ont dit que leurs passeports ont été confisqués. Mais que je crois que nous ne sommes pas autorisés. J'ai dit, je vais essayer. J'ai envoyé mon passeport. Le commissaire a saisi mon passeport. Et nous étions tous là, les trois. On ne pouvait pas embarquer. C'est alors que Jean-Marie, qui avait ses entrées au camp, a appelé le président du CNDD, Sidia également. Ils ont eu une longue discussion. J'étais à côté d'eux. Et finalement, ils ont pris l'engagement qu'on allait et qu'on allait revenir. Ils ont insisté sur le fait qu'on allait revenir. C'est ainsi qu'on nous a laissé partir à Abuja et nous ne sommes plus revenus. Nous sommes restés à l'extérieur parce que la manière dont nous avons vu le traitement qu'on nous a donné à l'aéroport, nous avons estimé que nos vies n'étaient pas en danger en Guinée. C'est la raison pour laquelle nous sommes restés à l'extérieur. Mais nous avons mis notre séjour à l'extérieur à profit pour faire du lobbying pour la Guinée. Et c'est en ce moment-là que nous avons fait les voyages de Ouagadougou et nous sommes restés donc à l'extérieur jusqu'au moment où il y a eu le changement et la vraie transition a été mise en place. On nous a invités à revenir en Guinée. C'est après les événements du 3 décembre. Nous sommes revenus ici au mois de janvier. Et au sein des forces vives, nous avions insisté avant de revenir pour notre sécurité. Le nouveau gouvernement, ou du moins le vice-président du CNDD qui avait pris la tête de l'État, s'est engagé avec la communauté internationale à assurer notre sécurité. Ils nous ont donné des garanties que de l'aéroport, ils allaient avoir des militaires pour assurer notre sécurité. Nous nous sommes réunis à Paris, Sidia, Alpha et moi-même. Nous étions, Cellou, nous étions 4 à Paris. On a eu une réunion et nous avons décidé de rentrer. Je suis rentré le premier et à l'aéroport, on m'a donné, je crois, environ 10 militaires pour ma protection. C'était peut-être un peu trop pour moi, mais c'était rassurant. Et j'ai appelé les autres collègues pour dire que je suis bien arrivé et qu'il y a effectivement le dispositif sécuritaire pour nous. C'est ainsi que les autres collègues sont arrivés et nous avons mis en place un gouvernement de transition en mettant notre porte-parole, Jean-Marie, comme Premier ministre chef du gouvernement et moi j'ai pris sa place comme porte-parole des forces vives. Voilà, Monsieur le Président, un résumé de ce que je sais de la journée du 28 septembre 2009. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à ce tribunal et je suis très heureux de constater que ce tribunal est une juridiction nationale parce que j'ai parlé de la complémentarité tout à l'heure. Oui, Monsieur le Président, je suis heureux que ce procès se tienne maintenant ici avec une juridiction nationale, avec de jeunes et talentueux magistrats, avec une pléiade d'avocats chevronnés. Et vous, personnellement, Monsieur le Président, votre patience, votre sérénité
et votre autorité font l'admiration de tous. Je suis sûr que le brassard que vous portez nous conduira à bon port. Cela augure d'un avenir meilleur pour la justice guinéenne, car je suis certain que quand il y a une bonne justice dans un pays, il y a la stabilité, car la justice est le socle de la société. Je suis convaincu également que lorsque vous rendrez votre décision à l'issue de ce procès, Monsieur le Président, que votre décision sera juste et que, au-delà de ce que vous allez décider, vos décisions feront jurisprudence, aussi bien en Guinée, en Afrique et dans le monde. Ce sera aussi un bel exemple pour tous les pays africains. Au moment où la CPI est décriée par tous les pays africains, savoir que dans le dispositif du statut de Rome, il y a une disposition qui permet à chaque État de faire ce que la Guinée vient de faire. Encore un bon exemple que la Guinée vient de donner, que tous ces actes barbares, les crimes horribles qui relèvent du statut de Rome peuvent être jugés par des juridictions nationales. C'est une leçon qu'il faut retenir de la tenue de ce procès à Conakry. Et je voudrais vous en féliciter surtout les hautes autorités de la transition qui ont eu le courage d'organiser ce procès. Je ne doute nullement que votre décision permettra aussi aux Guinéens de se réconcilier, qu'on ne voit pas à travers ce procès, le procès contre une région ou opposer une région à une autre. J'ai entendu beaucoup de choses dans le passé, après le 28 septembre. Les esprits malveillants ont essayé de nous dire que nous avons suivi une communauté alors que nous n'étions pas concernés pour essayer d'enlever un gouvernement qui était en place. C'était ridicule, car les forces vives, c'était la Guinée. Il y avait les composants de toutes les régions de la Guinée. Nous avions la foi à l'avenir de notre pays. Nous étions une force qui se battait pour la restauration de la démocratie dans notre pays. Je voudrais que cela serve pour réconcilier les Guinéens. Parce que, Monsieur le Président, tous les efforts de réconciliation qui sont en cours en Guinée, ça piétine. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le courage de revisiter le passé. On n'a pas eu le courage de parler de crimes de masse qui sont passés et qui sont restés sous silence. Et c'est la première fois que cela se tient en Guinée. Je souhaite que ce soit le début pour une ère nouvelle pour mettre fin à l'impunité dans notre pays et faire en sorte que les Guinéens puissent se réconcilier après ce procès, qu'au-delà de toute décision qui sortirait de ce procès, que ce soit un motif de réconciliation pour notre pays. Je vous remercie, Monsieur le Président, encore une fois, de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à votre tribunal. Je vous remercie.